Alors bonjour Jackie Tronel. Bonjour Canal Pourpre. Bonjour Françoise Chéreau. Bonjour. Vous avez modifié un petit peu le système de secret de pays qui devient les Amis de secret de pays en tant qu'association. Alors effectivement, c'est la petite nouveauté. Jusque-là, nous étions Secret de Pays Association. Nous sommes toujours sous forme associative. C'est simplement le nom de l'association qui a évolué quelque peu. Nous sommes devenus les Amis de Secret de Pays. La raison en est simple. Il y a une maison d'édition qui est en cours de création, qui va permettre de publier d'autres ouvrages, toujours dans les mêmes thématiques en lien avec le patrimoine. Et donc l'association qui gère la revue s'appelle maintenant Les Amis de Secret de Pays. D'accord. La revue s'appelle toujours Secret de Pays. Toujours Secret de Pays, sous-titré Écho du pays des Bastides. Que l'on trouve à Bergerac, c'est un peu pour ça que Canal Pourpre est venu vous voir. On pensait vous poser les questions au début, est-ce que vous allez trouver toujours des sujets au bout du 30e numéro? Et en fait la question s'inverse, puisque finalement c'est plutôt les gens qui viennent vous voir en vous proposant des idées de sujets à traiter. Oui, c'est souvent le cas. Alors, on lance des thématiques et on a toujours une longueur d'avance, c'est-à-dire que quand on boucle un numéro, on sait déjà quelle sera la thématique du suivant. Par exemple, là, nous terminons un article, un dossier. Chaque numéro est articulé autour d'un dossier thématique. Là, c'est l'immigration avec le numéro 5, dont le lancement est aujourd'hui. Le prochain sera fêtes et traditions populaires. Voilà, merci Françoise. Fêtes et traditions populaires. Voilà, ça sera le titre, la thématique du prochain. Alors déjà, nous avons des gens qui proposent des articles. Exemple, une personne nous a proposé un sujet sur la tradition de la jonchée. La jonchée de fleurs dans les mariages. Voilà, c'est une tradition dont personnellement je ne connais pas l'origine, mais ça va être l'objet d'un article. Il y a un autre sujet, le mai des élus. Voilà, quelle est l'origine du mai des élus? C'est donc ce que pose comme question beaucoup de gens d'ailleurs. Voilà, donc on est tout à fait dans l'esprit de Secret de Pays, de révéler des secrets de pays, de rappeler des traditions populaires, de mettre à l'honneur la mémoire avant qu'elle ne disparaisse. Alors dans cette continuité, justement, on voit qu'il y a des gens qui ont plus de production que la thématique du mensuel Secret de Pays ne peut subvenir, qui ont confiné Secret de Pays à devenir une maison d'édition. Et donc à continuer à développer la quantité d'écrits et de photos qui sont là. Oui, alors notre souci n'est pas le contenu rédactionnel, parce qu'on a des articles sous le coude que l'on n'a pas pu faire passer dans ce numéro. Donc c'est vraiment pas là le problème. Ça n'est pas la quête d'articles ou la quête d'auteur. On a la chance de vivre dans une région qui est très riche, dans un pays qui est très riche en histoire, en patrimoine, en mémoire. Donc c'est pas là le problème. Notre point faible, c'est la distribution. On est associatif, on n'a pas de structure professionnelle, on ne peut pas se le permettre. La revue est à la vente à 6 €, vous imaginez bien, 6 €, si on doit remettre 25 à 30% à un distributeur et puis ensuite à un dépositaire, on ne couvrirait pas les frais d'impression. Donc c'est ce sur quoi nous devons travailler, essayer de nous d'étendre la zone de chalandise. Voilà. Et puis de venir au lancement du numéro comme aujourd'hui où il y a un coffret cadeau qui est un très beau coffret, les 5 pour 24 €. Donc les gens qui ne font que regarder Canal Pourpre en fait ratent cette occasion où nous sommes aujourd'hui ici. Puisque c'est, comme vous l'aviez dit la dernière fois, un très beau cadeau finalement. C'est pas une somme de publicité locale, hein, c'est le contraire. Alors, ce n'est pas un magazine type magazine jetable que l'on lit et que l'on jette. On est plus dans le livre. Pourquoi? Parce que l'impression est de qualité. Type magazine, on fait la part belle aux images, aux photos. On met un soin tout particulier à ce que les photos soient de qualité. C'est une reliure dos carré cousu collé. Donc, c'est une reliure livre. Donc, les gens archivent. Et on se rend compte que la sortie d'un numéro permet de vendre les précédents, les anciens. Les gens se constituent des collections. Et l'idée cadeau, c'est une bonne idée. Les gens offrent facilement à petit prix. Par exemple, là, la collection, les 5 numéros pour 24 €, c'est vraiment très abordable. Et c'est une idée de cadeau originale pour cette fin d'année, tout à fait. Alors nous, à Bergerac, on connaît la plaque commémorative de l'an dernier, si c'est exact, du camp Baudeuil. Oui. Et puis on apprend qu'il y a le camp russe qui s'appelait le Bikini.
Et qui n'est pas tout à fait au même endroit, mais pas loin en fait. Hein. Voilà, alors Bikini, c'était le camp des Indochinois, où logeaient les Indochinois. Le camp russe, des Indochinois ont été logés dans ce camp. L'une des photos de l'article montre d'ailleurs sur un toit, on voit le marquage sur les tuiles, il y a la marque Indochinois sur l'un des bâtiments. Le camp russe se trouvait au niveau du camp des Gilets, le camp des gens des voyages. Donc juste avant la poudrerie de Bergerac. Bikini, c'était plutôt au niveau de la zone artisanale. En fait, de part et d'autre de cette route de Sarlat, gauche et droite en allant sur Sarlat, il y avait des lotissements. Dans ce numéro, on parle également d'une autre population, les repliés ou les réfugiés lorrains, qui ont occupé tout un lotissement de baraquements, qui se trouve, lui, derrière le restaurant Le Pécharmant. Et on retrouve toujours des noms de rues ou d'impasses, impasse des Lorrains, voilà, qui attestent, c'est la seule mémoire que nous ayons, de cette présence sous l'occupation de réfugiés lorrains, dont les hommes travaillaient pour la plupart à la poudrerie de Bergerac, toute proche. Les Bretons, il y a des articles sur les Bretons. Oui, alors les Bretons, c'est une immigration. Alors on parle d'immigration vue d'ici, mais pour eux, ils émigraient, ils partaient de Bretagne pour venir, ils émigraient. Les Bretons sont venus, ont quitté la Bretagne à partir de 1921, donc c'est entre les deux guerres. Le prix des terrains, l'exploitation des fermes devenait vraiment trop onéreuse. Une famille qui voulait s'installer avait des difficultés à le faire, alors que d'autres régions comme la Dordogne ont ouvert grand les bras aux Bretons qui sont venus donc massivement s'installer. On a de nombreuses familles bretonnes ici, dans le Montpazirois, dans le Beaumontois, dans le Pays Lindois, le Bergeracois, des familles avec des noms typiquement bretons. Voilà. Est-ce qu'on trouve des aborigènes du Périgord ? Alors, des aborigènes du Périgord, alors là, peut-être il faut faire référence à l'origine des immigrations. Christian Bourrier a fait un article intéressant sur toponymie et immigration. Quand on fouille un petit peu, on est étonné de voir que des noms de lieux-dits ont des origines qui font référence, qui sont en lien directement avec l'immigration. Donc, il y a des traces, effectivement, dès l'époque celte de présence. Je crois que le suffixe « ac » a un lien très étroit et que l'on trouve. Mais en fait, l'immigration elle remonte au Paléolithique, hein, puisque les gens ont suivi dès que les époques glaciaires se sont éloignés, enfin, dès que les glaces ont fondu, la végétation a poussé, les hommes ont avancé à mesure vers l'Europe actuelle et puis vers la France, à mesure que les territoires de chasse et de pêche leur permettaient de s'implanter dans des lieux où ils pouvaient se nourrir. Voilà. En dehors de tout conflit. En dehors de tout conflit. Enfin, il y a eu certainement des conflits à l'époque. Qui ont mélangé pas mal de... Mélangé les populations. Bon, après, les Celtes sont arrivés vers 5000 ans avant Jésus-Christ, donc ils ont quand même laissé énormément de traces dans la toponymie. Les Gallo-Romains, le Hac, il est plutôt gallo-romain, donc c'est l'époque gallo-romaine. Et puis on arrive comme ça jusqu'à la Révolution, où effectivement, comme le dit Jackie, on trouve dans la toponymie des noms qui reflètent aussi une immigration interne, française interne, comme les Bretons, les Auvergnats, etc. etc. Alors la question qui m'est très personnelle, c'est que c'est un monde si vaste qu'en fait, si on veut se lancer, il faut commencer par quelque chose. Alors, est-ce que c'est seulement secret de pays ou est-ce qu'il faut aussi un peu de technicité, de méthode pour se fabriquer une culture générale ? Bien, Secret de pays offre l'avantage d'embrasser un sujet qui est très vaste, puisque dans ce numéro, on parle de l'immigration donc des Alsaciens, des Lorrains, mais au préalable des réfugiés espagnols. Début 1939, avec la Retirada, les républicains espagnols sont arrivés, et le Pays Lindois, la région de Montsac également, l'hospice de Montsac, ont accueilli un certain nombre de ces réfugiés espagnols. Il y a eu également une immigration italienne entre les deux guerres, polonaise, et puis bon, il faudrait être très exhaustif, on ne peut pas l'être dans une revue, mais il faudrait aussi, plus près de nous, parler de l'immigration des Hollandais, des Anglais qui rachètent dans nos campagnes des propriétés, des Allemands, des propriétés qu'ils remettent en valeur, et on peut qui sauvent d'une certaine façon le patrimoine, effectivement, oui. Donc c'est un sujet très très vaste. Bon, la revue en 68 pages et le dossier fait
quarantaine, 30, 35, 40 pages. On ne fait qu'aborder cette question, hormis le camp russe qui est un vrai scoop, puisque c'est un sujet inédit qui était complètement méconnu, que l'on a développé sur cette page. Sinon, on fait entre 2 et 4 pages pour chaque immigration, mais on n'a pas la prétention à l'exhaustivité, bien sûr. Cette exhaustivité, on la retrouve quand même dans la qualité des textes. Maintenant, est-ce que ça demande un travail universitaire finalement de recherche, ou c'est uniquement de la connaissance verbale qui est traduite par écrit? Alors, ce n'est pas une revue universitaire, ce n'est pas une revue de société savante, c'est pas le bulletin de la CHAB, la Société historique et archéologique du Périgord, c'est un magazine grand public. Ça, c'est évident. Donc, on n'a pas la prétention de faire quelque chose de type universitaire. Mais par contre, on a l'ambition de faire de cette revue une revue de qualité. C'est-à-dire que tout ce dont on parle, généralement, c'est sourcé. C'est-à-dire qu'il y a des références à des archives, les photos également, il y a les auteurs, les collections. Il y a un comité de rédaction et de relecture qui s'assure que les choses dites sont exactes. Bon, il peut nous échapper des choses, mais on porte une attention particulière de façon à ce que cette revue soit conservée. Elle est dans les collections des bibliothèques à Périgueux, elle est à la bibliothèque municipale de Périgueux, aux archives départementales de Périgueux. Donc c'est une revue qui est sérieuse, qui ne se prend pas au sérieux, mais on essaie de faire les choses au mieux possible. Parce que vous avez beaucoup de choses aussi en plus de votre vie, qui est une vie de bénévole finalement pour Secrets de Pays. Bah, c'est le propre de toutes les associations. C'est pas un sacerdoce, le mot est trop fort, mais enfin, la présidente vous le dirait peut-être, ça demande énormément de temps, c'est prenant, mais c'est tellement passionnant. Le plus passionnant, c'est plus dans la rencontre des gens, dans l'écriture des articles, plus que ensuite l'aspect plus technique de relecture, de préparation des sujets, de la distribution. Ça, c'est vraiment notre point faible, je le répète, la distribution. Toute la partie matérielle n'est pas la plus valorisante, mais en amont, notre travail, bien sûr, est gratifiant, et c'est pourquoi nous le faisons à titre bénévole. Oui. Vous aviez choisi Montpazier par rapport à un article, je pense. Plusieurs articles. Dans ce numéro, il y a une rubrique gastronomique, une critique gastronomique, et l'article fait par Françoise Chéroux concerne l'hôtel Édouard Ier et son restaurant L'Éléonore, et sa brasserie Bistrot 2, le Bistrot 2. Donc on essaie à chaque lancement de choisir un lieu du Pays des Bastides, mais également, c'est pas innocent, c'est pour agrandir, élargir notre couverture de diffusion. Nous avons également fait un lancement à même époque l'an dernier à Beaumont-du-Périgord. Alors donc là, il y avait cet article. Il y a également un article sur les Alsaciens qui sont venus en Montpazier-Roi, à Cap-Dro, à Montpazier. Voilà, c'était donc le prétexte à faire un lancement ici à Montpazier. Nous avons été invités par monsieur le maire, Bernard Dupuy, que l'on remercie de mettre à notre disposition cette salle bénévolement. Voilà. En attendant de vous recevoir à Bergerac, nous l'espérons. Pourquoi pas. Avec plaisir. Merci. Merci. Monsieur Pierre Bellemare, bonjour. Bonjour. Vous êtes en partie d'ici. Même totalement aujourd'hui. Totalement, c'est ma demeure. C'est là où je compte aller jusqu'à la fin de mes jours. Et j'y suis quand même maintenant par semaine, quasiment 4 jours. Voilà, et je ne passe que 3 jours dans la capitale. Voilà. Alors c'est un choix très personnel, ou c'est le plaisir de manger correctement chez nous? Pas seulement, non, c'est un choix de tout. C'est-à-dire de l'environnement. Je m'entends très bien avec tous les gens d'ici. Donc ils m'ont accueilli formidablement il y a 14 ans quand on est arrivé. Et donc, depuis, je me suis fait d'excellentes relations. Et donc, voilà. Donc, il y a le côté humain qui compte énormément pour moi. Ensuite, il y a le paysage que j'ai petit à petit construit autour de ma maison, qui est également un paysage à mon image, un petit peu à l'image de ma femme. Et puis j'adore, en effet, en même temps, la bonne bouffe. Et donc, je ne suis pas découragé ici. Puis les bons vins, parce qu'ils sont très prêts. Enfin, tout ça est parfait. Et nous, on a eu un peu de mal à trouver cette salle de socioculturel de Montpazier. Vous, apparemment, ça ne vous a pas fait défaut, vous avez trouvé? Je ne l'aurais pas trouvé tout seul, mais j'ai la dame qui m'accompagne et qui nous accompagne partout d'ailleurs dans notre maison, c'est-à-dire qui gère pour nous la maison depuis maintenant plus de 10 ans et qui habite à côté de chez nous aussi. Et donc, elle connaissait. Alors là, je dis, alors allons-y. En tout cas, merci. Alors, expliquez-nous ce feeling avec Secrets de Pays. Alors, Secrets de Pays m'a contacté tout simplement
J'avais eu plusieurs fois la revue entre les mains, et puis à un moment donné, ils m'ont demandé est-ce que vous auriez une nouvelle à nous donner. Bon, j'ai cherché dans mes archives, et j'ai trouvé cette nouvelle en la laissant anonyme volontairement, parce qu'elle est quand même très, très épouvantable, d'une maison donc, qui a été occupée pendant la guerre par en fait des tortionnaires allemands et qui ont tué dans cette maison aussi quantité de personnes qui ont été enfermées d'abord dans la cave. Donc tout ça était très caché, on ne voulait plus s'en souvenir parce qu'en fait les gens autour de cette maison le savaient qu'il y avait ça dans cette maison, mais n'ont à l'époque jamais agi pour faire quelque chose contre ces Allemands qui étaient là. Donc c'est assez délicat et c'est pour ça que j'ai toujours gardé l'anonymat autour de ce village. Voilà. Cette histoire, vous l'avez pas inventée et vous l'avez trouvée de gens qui vous l'ont raconté? Non, c'est pas des gens qui nous l'ont raconté, non, non. Ça a été dans un journal à un moment donné, voilà. Mais presque tout de suite après la guerre. Et comme nous avons des documentistes excellentes qui cherchent et qui fouillent les archives et qui nous fournissent nos documents pour écrire nos histoires extraordinaires, donc elles ont trouvé ce document, voilà. Est-ce qu'avec un texte de quelques pages, on peut développer un court-métrage ou quelque chose cinématographique? Ça dépend complètement de ce que raconte le texte de quelques pages. Si on le développe, par exemple, pour en faire un film long-métrage? Ah ben c'est certain que là, cette histoire-là, on peut en faire un film long-métrage. Ça, c'est absolument sûr. Au niveau des droits d'auteur et des choses? Oh non, il n'y aura pas de droits d'auteur là-dessus. Ça sera... Il y a une autorisation à nous demander, puisque l'histoire vient de chez nous. Mais sinon, non. Non, c'est tout à fait possible. Vous, ça vous a touché de près et vous avez trouvé important de participer à ce numéro? J'ai surtout été touché beaucoup par la guerre, parce que j'ai 10 ans au début de la guerre, j'en ai 15 à la fin. Donc c'est une période quand même où on enregistre bien toutes les choses. Et moi-même, j'ai été arrêté, puisque à un moment, des gens m'ont vu sur le toit de ma maison. Je faisais du scoutisme, qui était interdit. Et je passais une épreuve d'observation pour un de mes patrouillards. Bon. Alors, et puis d'un seul coup, j'ai vu des gens qui regardaient le toit d'une manière étrange. Je me suis dit, oh là là, on n'était pas dans la Libération. La Libération, c'est août à Paris, août 44, et on devait être en juin. Bon, donc on n'était pas loin. Et déjà, le débarquement avait eu lieu. Vous voyez, on était dans une grosse tension, donc. Et j'ai dit au garçon qui était avec moi, vite, on descend, tu disparais. Et moi, je vais me changer complètement d'aspect parce que je sens qu'on nous a regardé d'une manière bizarre. Donc j'ai fait ce que j'avais dit, je me suis complètement changé d'aspect. Et quand on est descendu avec mon père, que les charmants messieurs en imperméable sont venus nous cogner à la porte, on est descendu et sur le trottoir, il y avait des gens qui étaient là avec des Allemands. On passait comme ça, s'ils nous reconnaissaient ou pas. Alors, je ne saurais jamais s'ils ne m'ont pas reconnu parce qu'ils n'ont pas voulu me reconnaître, tant mieux, ça serait mieux. Ou s'ils ne m'ont pas reconnu tout simplement parce qu'ils ne m'ont pas reconnu, tout bêtement. Voilà. Enfin, toute cette peur que j'ai eue a été quand même provoquée par des Français, quand il n'y a rien à faire, je dois le dire. Et alors, quand ils ne m'ont pas reconnu, ni mon père bien sûr, et pour cause il n'était pas là, on est remontés tous les deux à la maison. Mon père ne m'avait jamais touché de sa vie. Et là, il m'a foutu une baffe que dont je me rappelle encore. Parce qu'il savait très bien que c'était à cause de moi. Il a peur de sa vie lui aussi, donc pour moi, c'était insupportable. Voilà. C'est vrai qu'à cette époque, les Allemands savaient tout. On le voit dans certains documents qui sont scannés pour le numéro de secret de pays. Il y a des dates, il y a des chiffres, il y a ce que font les gens. Tout est fiché. C'était très bien organisé. Ils avaient une Gestapo tout à fait remarquable, qui était très 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 bien organisée, c'est sûr. Je ne sais pas si la CIA a pris exemple sur les Allemands, ils sont pas mal non plus. Ça ressemble un peu d'ailleurs. Vous remarquez que toutes ces sociétés qui gèrent le secret, qui gèrent les commandos contre tel ou tel groupe d'opinions dangereuses à leur avis, ils ont un peu tous le même esprit, quoi. Ça revient un peu au même, quoi. Je ne crois pas qu'il y ait des bons et des méchants, il y a de bonnes... Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de bonnes là-dedans, quoi. Il peut y avoir que des méchants. En espérant qu'il y aura du bon. Merci. Merci à vous. Bon, alors, en fin de compte, j'ai envie de dire à tout bientôt.